Bonjour à toi et bienvenue. Dans ces podcasts, tu trouveras des explications sur le fonctionnement de ton corps, de ton cerveau et bien souvent sur l'interaction entre les deux, ainsi que des applications concrètes pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie et à faire de ton existence une aventure épanouissante. Et pourquoi pas, pour répandre dans ce monde qui en a bien besoin, ton énergie, ta nature, ce que tu es. Car tu es remarquable, une héroïne du quotidien, et si tu es là, c'est qu'il est temps pour toi de te révéler. Aujourd'hui, je vais te parler des émotions. Et pour commencer, je vais te raconter une histoire tout à fait personnelle. Dans une ancienne vie, j'admirais mon boss parce qu'il était toujours constant. Quelle que soit la situation, la charge de travail, les contraintes extérieures, il n'avait aucune variation d'humeur. Il était, tu connais peut-être cette expression on ne peut plus galvauder, fidèle à lui-même. Pour une hypersensible comme moi, c'était le Saint Graal. Et un jour, alors que j'étais dans son bureau, il a reçu un coup de fil personnel qui lui annonçait qu'un de ses proches avait été hospitalisé. Comme à son habitude, son visage n'a pas laissé transparaître la moindre émotion. Ça m'a glacé le sang. Il n'était absolument pas fidèle à lui-même, bien au contraire. Il était simplement coupé de ses émotions. Mon modèle, la personne à laquelle je souhaitais ressembler, était en fait tout à fait à côté de ses pompes. Après cette petite digression personnelle, et afin de bien circonscrire le sujet, peut-être pouvons-nous commencer par définir une émotion. Selon le Petit Robert, et pour tous les millennials, le Petit Robert c'est l'ancêtre de Wikipédia, un dictionnaire tout en papier, une émotion, c'est un état affectif intense caractérisé par des troubles divers, entre parenthèses, pâleur, accélération du pouls, etc. Il cite pour exemple être paralysé par l'émotion. Si tu fais partie des personnes qui, comme moi, pensent fondamentalement que les mots ont du sens et qu'ils induisent inexorablement une classification, autant te dire que cette définition tend à classer l'émotion dans la case « éviter à tout prix », parce que ça n'a rien de réjouissant. Personne n'a envie d'être dans un état affectif qui se caractérise par des troubles, ni même d'être paralysé. Et pourtant, nos émotions sont des signaux d'alarme pour signifier que quelque chose doit être fait. De la même manière que tu ressens la soif lorsque ton corps a besoin d'eau et qu'il ne te viendrait pas à l'idée d'ignorer ce message ou de tenter de l'amoindrir, puisque tu sais qu'il te maintient en vie. Les émotions sont les gardiennes de notre santé mentale, de notre bien-être psychique. Là où cette société moderne tend à te faire croire que les émotions n'ont pas leur place dans ce monde et que la sensibilité, dans le sens strict du terme, est une faiblesse ou une difficulté à surmonter, elles sont en réalité les gardiennes de ton équilibre psychique. Elles t'informent dès lors qu'un de tes besoins fondamentaux n'est pas suffisamment nourri. Et c'est tout à fait merveilleux. En apprenant à comprendre le langage de tes émotions, tu détiens la clé de ton bien-être. Alors tu vas me dire que parfois les émotions sont débordantes, envahissantes, vraiment très inconfortables. Et je te répondrai ceci. Lorsqu'une de tes amies voit que tu agis d'une manière dangereuse, elle va te le dire une première fois, de façon modérée. Si tu ne modifies pas ton comportement et qu'elle voit le danger se rapprocher à grands pas, il y a de fortes chances pour qu'elle se mette à hurler, pour que tu te mettes en sécurité. Il en va de même pour les émotions. Il en va de même pour tous les signaux envoyés par le corps. Une faim inassouvie risque de devenir très incommodante, très inconfortable. Elle peut même te faire souffrir. Pour la bonne et simple raison que l'humain, dans sa grande sagesse, n'aime pas la souffrance et va, en règle générale, tout mettre en œuvre pour s'en libérer. Dans le cas de la faim ou de la soif, tu sais tout à fait ce que tu as à faire pour que l'inconfort s'en aille. Et en règle générale, tu le fais assez rapidement. Reste que c'est rarement ce que tu fais lorsqu'une émotion survient. Alors le signal augmente en intensité. Et comme une amie bienveillante qui t'attraperait physiquement pour te faire éviter un danger immédiat, les émotions submergent ton corps, afin de te signifier activement qu'il y a quelque chose à faire. Et dans la plupart des cas, elles opèrent un mouvement bien malgré toi. Qu'il s'agisse d'une gueulante pour faire respecter tes valeurs, ou de larmes incontrôlables lorsque tu as un immense besoin de sens ou de réconfort.
Une autre croyance est à mettre en lumière. D'une manière générale, les émotions sont perçues comme des manifestations psychologiques, un peu comme si elles n'avaient pas de réalité tangible, comme si on se faisait des idées. Or, une émotion est éminemment physique. C'est bien dans le corps que se manifestent les émotions. Et ces manifestations sont tout à fait réelles. Elles existent physiologiquement. Chaque émotion entraîne une modification corporelle mesurable et nous pouvons en faire l'expérience tous les jours. Ceci étant dit, je peux commencer à te présenter celles qui vont être, très prochainement, je te le souhaite, tes meilleures amies. Pour commencer, je peux te parler de la colère. Lorsque ton corps se met en tension, que surgit l'envie de repousser, d'élever le ton, de lutter, de poser des limites, de défendre des valeurs, ce qui est important pour toi. C'est bien souvent l'expression d'un besoin de respect, de considération, de reconnaissance, un besoin de justice. Alors bien sûr, tu peux choisir d'ignorer le message de cette émotion, d'autant qu'un vieil adage, un poil partisan, pourrait avoir tendance à te faire croire qu'elle n'est pas bonne conseillère. Mais si tu y regardes de plus près, il est possible que tu en aies une toute autre lecture. Parce que le fait de poser des limites est une nécessité dans ce monde. Être au clair avec ses valeurs et attendre de son entourage qui les respecte est une clé des relations nourrissantes et équilibrées. Tout comme les besoins de reconnaissance et de considération. Sans cette émotion, qui peut parfois être inconfortable, comment saurais-tu ce qui est acceptable pour toi? Comment pourrais-tu poser des limites à l'extérieur, si à l'intérieur, tu n'avais aucun repère pour mesurer jusqu'où tu peux aller? Quelle belle émotion que la colère! Bien sûr, lorsque la colère est longtemps refoulée, elle se manifeste sous une forme inadéquate. Elle jaillit tel un geyser. Et il est vrai que ce n'est pas nécessairement efficace ou bien perçu. Alors la prochaine fois que cela t'arrive, au lieu de te culpabiliser, tu peux tout à fait décider de l'écouter attentivement et de puiser en elle la force nécessaire pour nourrir ton besoin, dès qu'elle te chuchotera son message. Puisque je te parle de culpabilité, qui est un mélange de peur et de honte, je vais te parler de la honte. Lorsque tu ressens une énergie de contraction, comme une envie de disparaître, de baisser les yeux, la tête, de courber le dos. C'est généralement l'expression d'un besoin d'appartenance, de soutien, d'acceptation et d'expression de soi. Finalement, c'est l'expression de notre humanité. Nous avons tous besoin de savoir qu'on est accepté, quand bien même nous serions tout à fait différents les uns des autres. Nous avons tous besoin de nous sentir reliés à un groupe, au travers de nos ressemblances. Le mouvement adéquat, lorsque la honte te submerge, ce n'est donc pas de tenter de la faire disparaître et de te flageller pour ce que tu ressens, mais bien d'accueillir ce besoin tout à fait légitime, d'accueillir ce besoin d'appartenance, et si possible, de partager cette honte avec quelqu'un de suffisamment bienveillant pour qu'il puisse te rassurer sur ta conformité. Tu es différente, certes, tout à fait particulière, unique, mais en cela, tu es un être humain. Tu fais partie de cette myriade de personnes particulières, et c'est tout à fait acceptable. C'est même ce qui fait la richesse de l'humanité. Alors, particularité, différence, unicité, marginalité, non-conformisme, vous êtes les bienvenus. Place à la peur maintenant. La peur qui peut se manifester, là aussi, sous une myriade de sensations inconfortables, en fonction de son intensité. Elle peut aller du léger stress jusqu'à l'angoisse la plus paralysante. Lorsque tu ressens un état d'urgence intérieure, une forme d'agitation, que ton cœur bat bien plus vite qu'il ne le devrait en de pareilles circonstances, lorsque tu te sens figé ou que surgit l'envie de reculer, de fuir ou même d'attaquer, c'est bien souvent l'expression d'un besoin de sécurité, d'espace, de liberté, de temps, de protection. Tu sais probablement que la peur est une émotion qui a pour but de te maintenir en vie face à un danger immédiat. Imagine une seconde la durée de vie de nos ancêtres néandertaliens, s'ils n'avaient pas eu peur face à un tigre à dents de sabre. Il y a 3 réactions physiologiques à la peur, la fuite, l'attaque ou l'immobilité. Je dis physiologique parce que, comme pour les autres émotions, l'équilibre chimique du corps change lorsque l'on ressent une émotion et, dans le cas qui nous intéresse, en fonction d'une analyse extrêmement rapide de la situation et des portes de sortie, ton corps va se préparer physiologiquement pour pouvoir courir le plus vite possible
si le prédateur en question est potentiellement moins rapide. À la bagarre, si quelque chose te fait espérer que tu puisses avoir le dessus. Ou à l'immobilité, si par bonheur ton ennemi ne se délecte pas des charognes. Alors tu me diras, pourquoi ressentons-nous encore de la peur dans ce monde moderne, privé de smilodons? Et je te répondrai que si effectivement nous ne risquons plus de nous faire dévorer physiquement en sortant de notre grotte, reste que la société actuelle est tout sauf sécurisante. Il y a bien d'autres peurs ancestrales qui sont activées chaque jour, à commencer par la peur du rejet ou de l'abandon. Dans les sociétés primitives dont nous sommes tous issus, être banni du clan signifiait inexorablement la mort, car les individus ne pouvaient pas survivre seuls. Et je te passe les peurs auxquelles nous sommes soumis en ce moment, telles que les épidémies, les guerres, ou autres joyeusetés de ce genre. Alors, lorsque la peur te rappelle à son bon souvenir, c'est qu'il est temps de mettre de la sécurité dans ton existence, de t'accorder du temps, de l'espace, de la liberté, de la protection. Il me semble important de signifier que s'agissant d'une émotion visant à te garder en vie face à un danger immédiat, toutes les fonctions corporelles non nécessaires à la survie immédiate vont être mises en pause, telles que la digestion, l'immunité, l'homéostasie et bien sûr, tout ce qui a attrait à la réflexion intellectuelle va ralentir. Parce qu'à l'instant, l'important n'est pas de faire appel à toutes ses compétences ou à toute sa culture, mais bien à sauver sa peau. Et c'est là qu'on comprend comment et pourquoi un stress chronique est dévastateur pour la santé. Et à quel point, en cas d'épidémie, il est contre-productif de maintenir la population dans la peur. Afin de bien faire le tour de la peur, il est important de retenir une autre notion. L'inconnu fait peur. Pour la bonne et simple raison que lorsque ton ancêtre avait faim et se trouvait face à une baie qu'il ne connaissait pas, il avait une chance sur 2 de se délecter d'un poison mortel. Aussi, par anticipation, le cerveau envoie un léger inconfort dans le corps, afin d'être vigilant. C'est pour cela qu'il est inconfortable de changer d'habitude ou, comme on aime bien le dire, de sortir de sa zone de confort. Mais pas de panique, le cerveau aime aussi apprendre. Il te suffit donc de te sécuriser, d'avancer à petits pas et de laisser faire l'expérience. Lorsque ton cerveau aura la possibilité de peser le pour et le contre, il fera de ta nouvelle habitude quelque chose de connu et de tout à fait agréable. Ce n'est qu'une question de temps. La tristesse. Voilà une émotion dont la perception est très ambivalente dans nos sociétés. Entre la peur de paraître faible ou celle de ne plus jamais être heureuse lorsqu'elle nous traverse, et l'injonction selon laquelle il est nécessaire d'accepter sa vulnérabilité, ce n'est pas simple d'y voir clair. Mais finalement, lorsque surgit l'envie de se replier sur soi-même, de lâcher prise ou de pleurer, c'est simplement l'expression d'un besoin de sens, d'harmonie, d'écoute et de réconfort. Si tu te demandes pourquoi dans ce monde, beaucoup d'entre nous ressentent un léger fond de tristesse régulièrement, c'est juste parce qu'il devient difficile de trouver du sens à nos existences, ou pour le moins, à la manière dont nous remplissons nos existences. Alors, lorsque la tristesse te traverse, laisse-la te traverser, et regarde à quel endroit, dans quel pan de ta vie, tu peux y mettre de l'harmonie, du réconfort, de l'écoute et du sens. Passons maintenant à la joie. Et si tu te demandes pourquoi il t'arrive souvent d'avoir un élan de tristesse ou un léger stress après avoir été joyeuse, c'est que cette émotion appelle aussi un mouvement de ta part, une action, et que si le mouvement ne s'opère pas, c'est un nouveau besoin qui s'active. Car la joie appelle à la création, à la célébration, au partage, au lien avec les autres. Aussi, lorsque ton corps te semble être en expansion, que l'énergie te paraît décuplée, que l'envie de créer ou de communiquer se fait sentir, c'est la joie qui te met en mouvement. Quelle merveilleuse émotion! Grâce à elle, nous trouvons l'énergie nécessaire aux nouveaux projets, à l'entretien ou à la création des liens avec les autres êtres vivants sur cette planète. Et tu remarqueras que lorsque tous tes autres besoins sont remplis, la joie est omniprésente. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de joie que j'ai préparé ce podcast. Si tu souhaites aller plus en profondeur dans le mouvement de tes émotions, tu peux faire la relaxation sur les émotions. Je te souhaite une belle et merveilleuse journée, remplie de joie.